Bonjour, bienvenue dans mon atelier. J'ai envie de dire notre, j'arriverai pas. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir chaque jeudi les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuelle Aymon, céramiste chez Atelier Crute. Avec Emmanuelle, nous parlons de changement d'orientation, de créativité, de se retrouver et de partager. Emmanuelle est en train de quitter son travail dans la communication pour se consacrer à la céramique. Elle nous raconte comment la céramique lui a permis de se redécouvrir. Vous entendrez parler de magie et d'optimisme, et j'espère que vous terminerez cet épisode comme moi, avec le sourire. Belle écoute! Bonjour Emmanuelle, et merci de m'accueillir dans ton ou votre atelier. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu me racontes un petit peu ton parcours. Comment t'en es venue à faire de la céramique? Comment j'en suis arrivée? Écoute, alors c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Non, c'est pas simple, mais c'est un vrai parcours. Moi, j'ai eu mon bac super jeune, alors 16 ans. Et du coup, j'ai mis vraiment du temps à trouver ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait de la philo, j'ai fait de l'histoire de l'art. Et c'est en histoire de l'art où je me suis rendu compte que la théorie m'intéressait pas ou plus, ou pas assez en tout cas pour en faire mon métier. Et donc, je me suis inscrite dans une école et j'ai préparé les arts déco et j'ai réussi les arts déco à Strasbourg. Et je suis allée, après une licence d'histoire de l'art, je suis allée faire les arts déco à Strasbourg. C'est une école qui dure 5 ans, donc c'est quand même assez exigeant. Et c'est une école absolument géniale où tu peux aborder à peu près toutes les pratiques artistiques, mais aussi d'art appliqué. Parce que les arts déco, voilà, t'apprends des métiers en fait. C'est pas les beaux-arts, même si tu as un vrai apprentissage de l'art en fait, c'est quand même un métier. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre les arts déco comme statut. Et donc là-bas, comme je suis un peu un pirate, j'ai fait plein de choses. Je me suis inscrite au bout de la 3e année, je me suis inscrite dans la branche la plus ouverte, design, ce qui ne veut absolument rien dire. Donc tout ce qui veut rien dire, moi ça me va bien. Mais il fallait quand même que j'aille voir un peu la communication visuelle. Ça fait beaucoup moins rêver déjà. Pour apprendre des choses. Et puis je suis donc diplômée depuis 2001 des arts déco, en ayant fait plein de bidules. Mais je ne vis que de la communication visuelle depuis maintenant 18 ans. Donc je suis directrice de création en agence de communication. Voilà. Et puis donc au bout de 10 ans en agence, j'ai pas fait beaucoup d'agences, donc je suis assez stable. J'ai fait 2 agences différentes. Mais je m'ennuyais terriblement et surtout j'avais l'impression d'être totalement asséchée dans ma créativité. Or, même si c'est très institutionnel ces métiers et que la com c'est très asséchant, on a besoin d'être créatif. C'est ce qu'on vous demande malgré tout. Donc même si c'est extrêmement cadré, cadrant et frustrant, s'il n'y a plus de créativité, c'est plus quoi faire quoi. Et surtout, on perd complètement le plaisir. Donc moi, j'en suis arrivée à ce moment-là, en 2014-2015, où je n'avais plus du tout envie de faire mon métier, parce que j'avais plus accès à mon imaginaire et à ma créativité, en fait. Et c'est compliqué de savoir ce que ça veut dire la créativité, mais en gros, c'est ce qui vous permet d'imaginer ce qui n'a pas été fait avant, quoi. Sans doute, c'est une bonne définition. Or, c'est vrai que dans le design graphique, on est quand même beaucoup dans la reproduction. Ce qui marche, on le reproduit, plus ou moins à bâtardi. Généralement, on ne fait jamais mieux que ce qui a déjà été fait, on fait toujours plutôt moins. C'est pas un constat très positif que je fais, mais c'est un peu... Ce métier est devenu un peu ça. Donc j'avais besoin d'autre chose, mais j'ai pas quitté mon boulot. Enfin, j'ai une famille, non pas nombreuse, mais quand même, qui a des besoins, et moi aussi. Mais je suis allée chercher la seule chose que je n'avais pas abordée pendant ces 5 ans aux arts déco, c'est-à-dire le modelage, le rapport à la terre. Donc j'ai fait ce que font les gens aujourd'hui dans les ateliers. J'ai cherché un atelier de céramique pas trop loin de chez moi, accessible dans mon peu de temps. Parce qu'à l'époque j'étais encore au 5/5e, donc j'avais vraiment très peu de temps. Et j'ai pris un stage de 2 week-ends chez une céramiste à Noisy-le-Sec. Et là, ça a été vraiment une épiphanie, quoi. Ça a été incroyable la sensation que j'ai eue.
incroyable. J'avais jamais eu cette sensation-là dans aucun autre médium. Voilà. Et quelle sensation? C'est une absolue liberté. Et quand je dis ça, c'est vraiment à remettre en perspective. C'est-à-dire une liberté de tout faire, d'avoir tout dans les mains et de ne pas être contraint par le regard de l'autre, ni par rien du tout. Donc j'ai senti une espèce de calme dans le rapport à la terre et à ce que je pouvais en faire, mais qui était fou, quoi. Le contraire de ce que je vivais au quotidien, en fait. Toujours à se dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire. Là, une espèce de rien à foutre. Et un calme. Et moi, je suis quelqu'un de très angoissé, très speed. Et là, j'étais vraiment... c'est comme si je revenais à moi-même. Dans ce premier rapport à la Terre, qui a duré quoi le stage, ça dure 6 heures, 7 heures. Et donc là, c'était... là, je me suis dit, bah voilà, ça c'est une sensation que je ne veux pas perdre et que je veux faire grandir dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait avec Atelier Crute? Alors, ça n'est pas arrivé tout de suite. Alors, forcément, donc, cette petite graine, en fait, qui a été plantée dans un stage totalement amateur et une initiation, bah, j'en ai fait de plus en plus avec cette céramiste. Après, quand j'avais fait le tour de cette approche-là, bah, je suis allée voir une autre céramiste et j'ai pris des cours hebdomadaires. En même temps, j'ai découvert l'atelier Crute, qui est plus proche de chez moi, et par le biais de ma petite fille, qui a aujourd'hui 7 ans, et à qui j'ai fait faire des cours de céramique, parce que moi j'en avais touché à ça, et que comme on est très fusionnel, je me suis dit ça peut lui plaire. Et du coup, j'ai rencontré les céramistes qui partagent cet espace, et je fais partie d'eux maintenant complètement depuis 3 ans. Je suis vraiment arrivée par la petite fenêtre, et j'ai pris une demi-place en fait, et je me suis formée en autodidacte, au contact des autres céramistes. C'est pour ça que je dis notre atelier. Donc pour moi, la notion de partage dans la terre, elle est essentielle. Et j'ai pris évidemment des cours, mais en fait, j'ai aussi doublé ça par regarder les gens faire ici, parler, discuter, poser des questions, pas trop, m'imprégner, et puis travailler, et puis faire. Voilà. Tu m'as expliqué en amont de cet enregistrement, de ce podcast, que tu, en fait, n'étais toujours pas à ton compte. Non, et que tu... Voilà, je suis en phase de transition. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer cette transition? Oui, cette transition, c'est toujours un peu long. C'est-à-dire que là, je vais quitter mon travail après 10 ans. Donc, s'il me laisse partir, mais c'est un peu l'idée. D'ici quelques mois, et je vais architecturer ma pratique de la céramique entre les cours pour enfants, pour adultes et ma pratique personnelle. Et je prépare les premières pièces que je soumettrai à une possible vente dans 6 mois, 7 mois. J'ai déjà reculé d'1 an, hein. J'avais dit dans un an, c'est dans 1 an, mais comme je suis extrêmement perfectionniste et que j'ai malgré tout assez peu de temps entre mon travail, qui est encore mon travail alimentaire, et ma vie, et voilà, j'attends encore 6 mois, et dans 6 mois, je peux présenter une collection. Et comment tu passes du gap du métier justement alimentaire qui te permet d'avoir un revenu régulier à ça, à un métier aléatoire? Justement, j'architecture, et quand je dis architecturer, c'est-à-dire que là, le rapport à la terre, c'est pas forcément la pièce centrale. C'est-à-dire que je pense pas que je vais gagner ma vie en étant artisan d'art. Je pense que je vais organiser les choses autour de la transmission. Et donc, transmission, je te dis, je vais donner des cours pour les enfants et pour les adultes, donc de façon régulière et ponctuelle, au sein de l'atelier Crute, donc à partir de l'année prochaine. Ça, c'est la transmission autour de la terre. Mais oui, je vais aussi continuer à donner en fait des cours de direction artistique, de design graphique. Et en fait, mon idée, c'est d'amener les gens en fait à découvrir leur créativité et à la découvrir, que ce soit pas ici avec la terre, mais aussi ailleurs avec d'autres médiums que je maîtrise. Donc c'est ça mon plan de vie. Donc la céramique, elle est aux 3/4 en fait dans ce dispositif. Mais j'espère bien pouvoir compléter aussi, tu vois, en école de design graphique ou pas d'ailleurs, en école d'art. Est-ce que rapidement tu peux nous en dire un peu plus sur la céramique et sur toi, ton envie de céramique, parce qu'il y a plusieurs types de céramique. Voilà, oui.
Ouais. Donc peut-être nous raconter quel type de céramique tu as envie d'aborder. Ouais, absolument. Enfin, alors déjà, avant de parler des pièces ou du style, c'est vrai que on parle toujours du rapport à la terre, euh, ce que ça produit en soi, pour les autres, et ça pour moi c'est central. Donc cette idée de transmission qu'on vient de parler, elle est aussi de soi à soi, et le médium incroyable, c'est la terre, qui en fait est totalement en dialogue avec toi. Et finalement, ce que tu es et ce que tu fais en céramique, c'est indissociable. Et c'est pour ça que quand tu vas rencontrer dans ton podcast des gens, tu vas rencontrer tellement de gens différents et qui ont un rapport qui sera toujours un peu décalé les uns par rapport aux autres, parce que on est tous différents en fait. Et donc moi, ce qu'on on aborde un peu ici, mais je partage avec Joséphine, d'autres gens, c'est très artistique. Donc je pense que je me place plus dans une céramique artistique qu'artisanale. La distinction, elle est très compliquée à définir, mais elle est sans doute, ou en tout cas pour moi, elle est sans doute du rapport à la technique et à la façon dont tu apprends ta technique. Moi, j'essaye, et c'est vrai que c'est le cas puisque j'ai pris de l'apprentissage de professionnels qui ont été hyper formés et qui donc m'ont transmis plein de choses très techniques. Mais je suis aussi allée chercher une liberté par rapport à la technique. Et donc du coup, je m'autorise à avoir un rapport qui ne méprise absolument pas la technique, et pas du tout. Et je vais continuer à apprendre et apprendre et apprendre, et je vais jamais m'arrêter d'apprendre en fait des techniques et à affiner mon rapport à la technique. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que la terre te rend de ce que tu lui racontes. C'est vraiment ce dialogue-là. Donc du coup, pour l'instant, moi, je suis pas passée par le tournage, mais c'est mon prochain chantier. L'année prochaine, je vais me former autour avec quelqu'un qui fait partie de notre atelier. Donc on est aussi dans ce rapport-là. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer les différentes techniques de céramique? Alors, tu as le rapport du tour. Donc voilà, comment on tourne avec son tour. Tournage. Donc une machine qui tourne. Une machine ancestrale qui tourne. Électrique aujourd'hui, mais c'est pas toujours le cas. Tu peux aussi tourner manuellement en fait, avec une pédale. Mais on est assez peu nombreux à faire ça. Il y a le rapport à l'estampage. Donc on fait une technique à la plaque. Donc le plus proche de la pâte à tarte en fait. Et c'est ce que je vais te faire Lisa tout à l'heure. Donc on travaille à la plaque et après on monte ou de façon très géométrique ou avec une bosse ou un moule. On fait une forme qu'on vient estamper en fait la plaque. Après qu'on peut en plus avec le travail de la plaque, tu peux énormément travailler le décor, les empreintes. C'est vrai avec tout, mais c'est pas mal pour aborder le décor, la plaque. T'as le colombin, qui est ma technique chouchoute maintenant, qui est fait des petits boudins de terre que tu formes. Là, tu décides du diamètre en fonction de ta pièce. Et tu viens coller en fait tes boudins les uns aux autres. Tu les agrèges en fait avec juste ta main ou alors un outil, ça dépend. De toute façon, le rapport à l'outil, c'est pareil. Tu peux travailler avec tes mains ou complètement qu'avec des outils. C'est toi qui le sens. Colombin, estampage, donc plaque et pincé. Donc tout simplement ta terre dans tes mains et puis tu travailles avec tes pouces et tu formes ton bol. Voilà. C'est le plus enfantin, on va dire, c'est le pincé. Je dois en oublier, mais bon, oui, c'est les quatre principales. Il y a beaucoup de techniques de toute façon en céramique. Donc tu nous as parlé de tes projets, de ce que tu voulais, de la façon dont tu voulais vivre de la céramique. La céramique. Je peux te parler aussi des pièces que j'imagine et de la future collection, parce que pour le coup, c'est assez divers en fait. C'est même très divers et c'est aussi pour ça que j'aime la céramique. C'est que tu peux être complètement dans une approche fonctionnelle.
tu peux penser nourriture en fait, et donc travailler tes pièces. C'est le cas pour moi. Moi, je suis totalement obsédée par la nourriture japonaise, par la culture japonaise. Alors, ça, c'est super fréquent pour les céramistes et les graphistes, mais c'est tellement un Eldorado pour ça, pour donner des signes et des formes différentes de nous, que c'est fascinant. Et donc, je suis obsédée par la cuisine japonaise. Donc, je m'y essaye, etc. Donc, j'ai eu super envie de créer un service pour la nourriture japonaise. Alors, très, 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 très pas du tout minimaliste. Et qui a vraiment un rapport avec ce que ça m'évoque à moi. Donc, on est presque dans de la sculpture, mais de la sculpture fonctionnelle. Où vraiment, on pourra mettre les sushis, il y a vraiment un saladier, etc. Tout un rapport à la texture, un rapport à la couleur, parce que je vais travailler le noir. Et des différents émaux. Donc ça c'est un gros projet que j'ai déjà fait 2 prototypes. Donc je vais attaquer le 3e qui aura appris des 2 premiers prototypes par rapport à l'émail justement. Tu peux peut-être préciser ce que c'est l'émail? Ouais, alors l'émail on peut s'en passer, hein. Il y a des céramiques qui ne sont pas émaillées, mais c'est vrai que c'est ce qui apporte, et pas seulement, mais la couleur et la texture brillante ou satinée, et ce qui permet surtout à la terre d'être plus du tout poreuse et que tu puisses laver ton assiette, manger dedans, boire dedans. Voilà. C'est du verre, c'est de la chimie, les émaux sont essentiellement composés de silice et d'autres composants chimiques qui donnent les couleurs, mais en gros, ça cuit dans la 2e cuisson, la cuisson émail, 1250 degrés, donc c'est haute température, et ça fond, et donc ça nappe en fait, le verre fond, et ça nappe en fait ta pièce. Et donc ça la termine en fait, c'est vraiment la dernière étape d'une pièce, c'est le four d'émail. Ouais, c'est ça, mais ça c'est vraiment à la fin. Donc tu as travaillé sur ton service japonais? Ouais, c'est ça. Et j'ai aussi envie de travailler le décoratif, même si moi je suis vraiment partie du décoratif. C'est ce que j'ai commencé à faire, mais c'est normal parce qu'avec une formation de graphiste, tu t'es forcément tout de suite dans le décor. Donc le fonctionnel est arrivé après. Mais j'ai hyper envie de travailler les luminaires. Et là j'ai un projet d'abat-jour en porcelaine assez ambitieux techniquement. D'une pièce en fait. Donc il faut réussir la forme en une seule pièce. Donc ça va sûrement prendre beaucoup d'essais, mais c'est dans les 2 prochains projets. Et j'ai aussi un travail textile et porcelaine sur un travail de rideau avec du lin ancien et de la porcelaine, des petits sequins de porcelaine que je vais venir recoudre sur un drap en lin qui va jouer avec la lumière. Donc tout un travail sur la lumière. Tu vois, voilà ce que je disais, nourriture et rapport à la lumière. La céramique vient toujours toucher une autre inspiration, un autre intérêt. Elle vit pas forcément seule. Puis il y a les fleurs évidemment, il y a le rapport aux fleurs. Donc je suis une dingue aussi des fleurs, donc je vais faire tout un travail sur les fleurs bientôt avec une fleuriste. On va lui proposer un travail de commande où elle me demande des choses et je réagis. Mais c'est ça aussi qui m'intéresse dans la céramique. Tu vois, la nourriture, j'ai très envie de travailler avec un chef ou une chef jeune qui débute pour essayer de faire un dialogue entre c'est quoi le truc que tu as envie, le dîner que tu as envie de créer. On le fait dans 2 mois. Dans 2 mois, j'ai fait le service qui sera top avec ce que tu vas nous cuisiner. Voilà, c'est des gens, la céramique, c'est des rencontres, quoi. Est-ce que tu penses que ton besoin de sortir des sentiers battus comme ça, de mélanger des matières auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, ça vient du fait que justement tu as été frustrée pendant 10 ans? Alors, je pense que ça vient de mon moi petite fille. Voilà. Et je pense que mon moi petite fille qui essayait toujours de faire tenir des choses ensemble, et puis voilà, la magie n'étant pas toujours là, ça marchait pas. Je pense que j'étais super frustrée que la magie n'existe pas quand j'étais petite et que j'étais une enfant extrêmement rêveuse mais créative et donc touche à tout. Et le touche à tout qui fonctionne pas parce que la magie n'existe pas m'a beaucoup frustrée. Et après, effectivement, mon métier de directrice de création m'a énormément frustrée. Donc oui, ça a rejailli dans un 2e moment de ma vie professionnelle, bien sûr. Mais c'est pas que la professionnelle, c'est vraiment la petite fille. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ton métier de céramiste? Mon métier, tu sais que voilà, avant de... Ton expérience de céramiste.
Mais même, je crois que métier, c'est un super beau mot, mais je sais pas si je colle en fait. Je sais pas si j'ai envie de coller au fait d'avoir un métier. J'ai vraiment envie de coller au fait d'avoir une pratique. Mais c'est vrai pour tout, pas seulement pour la céramique. Je suis à fond dans le yoga, c'est une pratique. Enfin voilà, je suis vachement plus à l'aise avec cette notion de pratique et de pratique qui se pratique tous les jours. Et de pas un moment où tu as un métier, voilà, c'est installé, etc. J'ai un problème avec l'installation, mais c'est normal à ce moment-là de ma vie, mais c'est dans mon caractère. Alors, une anecdote dans ce métier. Je crois que le premier truc c'est forcément, les anecdotes, elles sont toujours sur les échecs, mais c'est un lieu commun de dire que les échecs, ça t'apprend, mais c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai. Donc, l'émail, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la dernière touche. C'est assez magique parce que l'émail, tu ne vois jamais la tête ou la couleur que ça aura, en fait. C'est toujours une poudre, enfin, c'est un liquide qui devient très vite une poudre blanche qui se dépose sur ta pièce, comme si elle était glacée, et tu ne sais pas. Alors, évidemment, tu as les émaux, alors moi, j'en fais pas. Par exemple, je les crée pas, mes émaux. Ce sera une phase ultérieure parce que c'est passionnant, mais c'est incroyablement technique. Ça prend des années, quoi, d'apprendre à les faire. Mais tu sais que ça va être bleu, quoi, quand même, hein, je veux dire, grosso modo. Donc, quand je travaillais chez ma céramiste qui m'apprenait pas mal de trucs, et donc elle avait ces émaux incroyables parce qu'elle elle était créatrice d'émaux, elle faisait des super belles couleurs. Et donc, j'avais fait un saladier et qui était pas mal. J'étais hyper contente de cette pièce qui était très travaillée, mais quand même qui était super, super jolie. Et donc, j'y suis allée à fond avec les émaux. Donc, j'ai décidé qu'il y aurait un peu de rose, un peu de vert, etc. Et tout ça à l'aveugle, hein, donc d'accord, ok. Et la pièce est sortie, mais c'était monstrueux. Mais monstrueux dans les couleurs, mais aussi monstrueux parce que l'émail avait boursouflé la forme. C'était mais d'un kitsch, mais absolu. Et du coup, là, j'ai compris qu'il fallait se méfier complètement des émaux et puis du plus, parce que du coup, ça m'a appris l'épure alors que j'étais pas du tout comme ça au départ. Et donc, du coup, j'apprends à retirer, à faire moins, toujours moins. Et c'était un super apprentissage. Alors que je viens, en fait, du graphisme, de l'ordinateur qui te permet d'en rajouter, d'en rajouter. Et même si dans le graphisme, je fais des choses qui sont maintenant très épurées, j'avais oublié cette leçon-là en céramique. Elle me guide. Toujours en retirer, toujours en faire moins, toujours savoir s'arrêter. Voilà. Oui, et puis dans le graphisme, avec l'ordinateur, tu peux l'enlever. C'est ça, le pomme Z n'existe pas dans un atelier de céramique. Et tu peux pas savoir à quel point ça fait du bien que le pomme Z n'existe pas. Donc tu nous as parlé de tes sources d'inspiration. Mm. Tu nous as parlé du Japon. Ouais. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration? Waouh. Carrément. Alors c'est marrant parce que à l'époque d'Instagram, moi je suis sur Instagram depuis vraiment très peu de temps. Je trouve ça hyper fascinant. Mon fil d'Instagram, c'est que des japonais, c'est trop cool. Mais en même temps, c'est pas du tout ça qui m'inspire en fait. Et je puise pas mon inspiration des images que je peux voir. Et je crois que c'est super important d'ailleurs de savoir préserver une inspiration extrêmement personnelle. C'est la grande difficulté aujourd'hui. Et je le vois avec mes élèves. Ils ont toujours envie de faire un truc qu'ils ont vu quelque part. Donc là, j'essaie toujours de creuser, sans être brutale, mais de toujours les aider à creuser un peu plus loin. Donc mes inspirations personnelles. Alors là, on est en espèce de grand écart entre le Japon et l'Angleterre du 19e siècle. Alice au pays des merveilles, les contes de fées. Quand je te parlais de la petite fille frustrée, mais elle est où la magie? Mais c'est ça en fait. Et mon univers personnel, c'est vraiment un croisement entre Alice au pays des merveilles qui serait allée jusqu'au Japon, la nature énormément. Donc le rapport aux fleurs, mais aussi au paysage. Moi je pense que le premier vase où j'étais super contente de moi, c'était une transcription d'un paysage en Bretagne, d'une falaise noire avec
un haut, on voyait le haut qui était couvert par la lande et la couleur, le noir, le vert, et j'en ai fait un vase. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça, mais je crois que je m'inspire pas du tout avec des images que j'ai devant les yeux. C'est toujours des souvenirs ou des lectures ou des rapports à l'enfance très forts. Donc voilà, enfance, conte, Angleterre, victorienne, Japon. Ouais, je crois que c'est. Et nature, ouais, voilà. C'est mes inspirations. Et ça, je sais pas si, en regardant mes pièces, on retrouve ça, mais c'est ce qui me. Ouais, c'est ce qui fait bouger mes mains, ouais, en tout cas. Est-ce que tu sens que ton rapport au monde, ta façon de le voir, a changé? Depuis que je fais de la céramique? Oui. Ouais, très clairement. Mais je crois que j'ai changé, en fait. C'est même pas mon regard qui a changé, c'est moi. C'est la pratique de la terre qui, en fait, m'a complètement permis d'être ouverte aux autres et à questionner en fait le rapport aux autres via l'échange, le partage et le respect des singularités et des personnes en fait. Donc ça m'a, enfin je vais dire un truc un peu grandiloquent, mais ça m'a rendu bien meilleure en fait. De cette pratique m'a rendue meilleure, plus disponible, plus ouverte et beaucoup plus consciente de la fragilité de l'existence. Voilà, ça paraît un peu terrible, mais c'est vrai. Voilà. Et puis je suis aussi arrivée à la céramique dans des circonstances après quelque chose de très triste dans mon entourage. Donc ouais, la fragilité et le respect des uns et des autres et de cette planète et tout ça, voilà. Donc je suis une meilleure personne. Peut-être plus chiante aussi, mais meilleure. Juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu me parlais que tu étais une personne optimiste. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est justement depuis que tu as commencé ton rapport à la céramique ou tu l'as toujours été? Non, je crois que j'ai perdu cet optimisme pendant longtemps. Vraiment longtemps. Je crois que là, dans le domaine d'activité dans lequel, avec lequel je gagne ma vie depuis 20 ans, m'a pas rendu du tout optimiste, m'a rendu extrêmement cynique. Et que c'est pas du tout ma nature profonde. Donc je suis revenue grâce à la terre, à ma nature profonde, parce que c'est ça que ça fait la terre en fait. Ça t'oblige à être en lien avec qui tu es vraiment. Et donc à accepter ou à te bagarrer, mais enfin, ou à te confronter, parce qu'on se confronte. La terre, c'est un art super difficile, très gratifiant, mais difficile. Et donc, du coup, tu peux pas tricher et tu peux pas mentir. Donc, quand tu mens pas, généralement, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc, voilà. Pour toi, quels sont les principaux enjeux que tu rencontres dans dans ta pratique de la céramique? Alors, les enjeux que je rencontre dans ma pratique, alors c'est sur deux volets. La pratique personnelle, donc du coup vraiment d'artiste. Encore, je préfère vraiment dire artiste qu'artisan. Parce que c'est plus juste pour moi. Elle est justement de ne pas se mentir et de ne pas être dans un confort. Et du coup, d'être toujours très aventurière, mais pas flemmarde. Tu vois, par exemple, par rapport à la technique, donc de continuer à apprendre des techniques, parce que moi, je suis au début, quoi. Enfin, j'ai 4 ans de pratique, c'est tellement le début. Donc, de continuer à être très exigeante sur continuer à faire mieux, à faire, on va dire, de plus en plus bien les choses, bienfaisantes, en fait. Mais de jamais lâcher le côté très aventurière, très créative. Voilà, de faire se coexister technicité, apprentissage et risque, et goût du risque. J'ai un goût du risque qui est incroyablement fort dans la terre. Je fais des trucs qui ne devraient pas tenir et ça tient. Enfin, et ça, je ne veux pas le perdre, tu vois. C'est mon enjeu. Et ça va un peu être en résonance avec mon enjeu d'accompagnatrice avec des gens qui veulent découvrir la céramique ou se perfectionner. C'est ça, c'est leur transmettre mais pas les écraser. Avec une technicité, ce que je crois, ce que je pense, voilà, et les laisser complètement découvrir ce qui est bon pour eux et ce qui est juste pour eux. Ça, c'est mon enjeu. Ça, c'est ce que je pense que je réussis déjà un peu à faire.
Mais je perfectionne ce rapport à la transmission qui est pour moi essentiel. C'est ça mon enjeu, c'est de permettre aux gens de découvrir comment ils sont céramistes, même 2 heures. Comment tu vois ta pratique? Comment tu te vois, toi, Emmanuel, dans 5 ans? Oh là là, génial. Alors, forcément, j'y penses énormément, puisque tu prends pas un pas comme celui que je suis en train de faire sans te projeter, même s'il faudrait pas se projeter en réalité, évidemment. Cette semaine, on m'a dit qu'en fait, le passé c'était du virtuel, le futur c'était du néant, et que donc il y avait que le présent pour éviter de passer du néant au virtuel ou du virtuel au néant. Ok. Donc, tu me demandes quand même de me projeter dans 5 ans. Donc, dans 5 ans, je pense que j'aurai un atelier qui ne serait pas forcément ici. Donc, j'imagine un changement de vie vers un lieu plus loin de Paris, plus en lien avec la nature. Ça, c'est essentiel pour moi, ma famille et puis même ma pratique de la terre. Donc, ailleurs, sans doute près de la mer. Et j'espère avoir un atelier du coup que je partagerai. Je ne me vois pas du tout toute seule. Pas du tout. J'ai pas du tout envie de ce rapport-là à l'atelier. Parce que l'atelier pour moi c'est un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de vie. Donc du coup de partager un atelier comme celui-ci mais ailleurs et qui serait peut-être ouverte à d'autres disciplines. Et pour faire une vraie découverte transversale de la créativité avec évidemment une grande partie de terre, mais pas que. C'est comme ça que je vois. Puis avec des cheveux blancs, des petites lunettes. Mais toujours hyper stylé, hein, c'est quand même super important. Et comment tu vois l'avenir de ton artisanat en général? Alors là, pour le coup, je suis hyper optimiste. Parce que même s'il y a un effet de mode évident qui peut un peu m'angoisser en ce moment, m'angoisser parce que j'ai peur que ça s'arrête, je trouve quand même que la céramique, elle est à la mode aussi parce qu'elle est juste, en fait, dans le rapport au monde et au rapport que les humains prennent conscience qu'ils doivent avoir au monde. Donc, je suis optimiste là-dessus parce que je pense qu'on a besoin, en fait, de faire des choses nous-mêmes, de se réapproprier, se faire, absolument, mais ça se passe pas seulement la céramique, et que vraiment je te mets au défi de faire la différence entre boire dans une tasse que tu as faite ou boire dans un truc que tu as acheté ailleurs. Mais l'expérience est tellement différente et les gens sont de plus en plus au courant de ça, mais c'est presque magique en fait. Donc je pense que ça va pas s'arrêter. Je sais pas si on aura encore, je sais pas si on a besoin de céramistes en fait. Et c'est pas important. Je pense qu'on a besoin d'avoir un rapport à la terre et au fer. Et donc on dit en anglais des makers. On va avoir de plus en plus de makers. Et je sais pas s'il y aura encore de l'argent en fait dans 50 ans. Mais en tout cas, des gens qui font des choses, on en aura toujours. Mais après, voilà, je suis très radicale, hein, mais je suis assez confiante. Je pense qu'on fera toujours. Et qu'il y aura toujours. Voilà, j'espère juste que ça va pas se pervertir en fait. Ce besoin de faire. Cette folie de l'artisanat, j'espère qu'elle va être ancrée dans des choses essentielles et pas que cosmétiques ou mode quoi. Mais ouais, je suis assez confiante en fait. Est-ce que tu penses que les artisans céramistes pourront toujours en vivre? Mais je sais pas s'ils peuvent en vivre en fait aujourd'hui. Hein. Enfin, je suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent vivre en fait de ça. Mais la réponse est non d'ailleurs. Tu peux pas en vivre exclusivement. En tout cas, si c'est exclusif, tu donnes énormément de cours. Donc c'est aussi une façon d'en vivre. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont une deuxième pratique, une deuxième manière de faire. Et c'est pas, je sais pas si c'est bien ou mal, mais voilà, je sais pas répondre à cette question en fait, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que les gens en vivent plus maintenant qu'avant déjà. Mais pour l'avenir de ça, voilà, je ne peux que le souhaiter, quoi, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien aux gens en fait, qui le font et qui le reçoivent et qui l'achètent. Et c'est un art, une pratique tellement vertueuse.
Et que comme je suis optimiste, voilà, je serais pessimiste, j'aurais un autre discours, mais je suis optimiste, donc j'imagine que oui, et je veux l'imaginer. Et c'est pour ça il faut en parler, il faut le promouvoir, et c'est ce que tu fais d'ailleurs. Mais voilà, j'espère, je ne fais qu'espérer. On est un peu tous là, à faire qu'espérer, quoi. Est-ce que tu vois la céramique comme une thérapie? Oh là. Waouh. Tu peux dire non. Ben, c'est possiblement ça, mais c'est pas ça. Il y a forcément des vertus thérapeutiques ou de découverte de soi. Donc, en fait, voilà, je pense que c'est un art génial pour se découvrir. Je pense que se découvrir, ça fait du bien, donc ça a des vertus thérapeutiques. Voilà, après, je pense que ça ne peut pas forcément te guérir, mais que c'est un formidable art pour se découvrir soi. Et pour voir où tu mens pas, où tu triches pas. Et donc du coup, forcément, ouais, ça guérit, mais il y a des gens qui ne verront pas, qui sont en train de mentir. Enfin, tous les céramistes ne sont pas des anges, en fait. Hein. Enfin, c'est clair. Et justement, c'est ce que je te disais, il y a tellement de... Les personnalités se révèlent tellement avec la céramique que tu as des anges, des démons, et c'est ça qui est génial, quoi. Faut juste pas partager ton atelier avec des démons, quoi. Mais, mais c'est vrai comme partout, quoi. En tout cas, oui, ça fait du bien, ouais. C'est vertueux. Je préfère dire ça que thérapie. Oh, thérapie, ça m'angoisse un peu. Ça fait trop médical. Ouais. Oui, puis c'est surtout, tu sais quoi, ça fait trop médical, mais c'est surtout, on attend beaucoup de la thérapie. Quand tu dis, ouais, je fais une thérapie, on attend tellement de choses, on a tellement d'expectatives. Que je crois qu'avec la terre, il faut lâcher tout ça. Il faut lâcher les attentes et c'est un vrai art de lâcher prise. C'est tellement proche du yoga en fait, la terre. Quand tu penses que ça va marcher, ça casse. Quand tu penses que ça va pas marcher, ça marche. Enfin, il faut arrêter d'attendre des choses, quoi. Voilà. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci Lisa. Pour ton accueil chez vous. Ouais, chez nous. Voilà. Parce que tu vois, même dans 5 ans, j'espère qu'on sera toujours chez nous, tu vois. Et pas chez moi. Donc voilà. Ok. Bon, je te le souhaite. Merci. Je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Emmanuelle vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'artisans. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.